Nous avions abordé, Charlotte Dornelas, avec vous le 23 avril dernier, le Royaume-Uni qui a adopté une loi pour envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda, ce qui a entraîné un bras de fer sérieux avec la CEDH. Et là, on va se poser les bonnes questions. Que recouvre exactement ce bras de fer? Quelles pourraient être les conséquences? Il pourrait être décisif dans la manière dont les États se comportent par rapport à la CEDH. Et là, en l'occurrence, ça se joue sur la question migratoire, particulièrement avec la Grande-Bretagne. Mais vous allez voir que la contestation s'élargit et que c'est tout simplement ce dont on parle souvent, à savoir la place des cours suprêmes et des décisions qu'elle prend, qui pourrait être remise en cause. Alors, c'est un docteur en droit qui s'appelle Grégoire Pupin, qui est par ailleurs le directeur du Centre européen pour le droit et la justice, qui est une sorte de think tank conservateur au sein des institutions européennes, qui avait fait beaucoup parler de lui, parce qu'il avait prouvé l'implication notamment de toutes les ONG qui dépendent de l'argent de George Soros au sein de la CEDH, justement, ce qui avait provoqué une remise à jour des nominations des juges, etc. Donc il avait vraiment Bien fait une travailler la étude question. extrêmement sérieuse. Et là, il publie une étude sur la question, justement, extrêmement éclairante sur le pouvoir qu'a pris la CEDH, notamment vis-à-vis des États. En résumé, sur la question britannique, en 2022, on en avait déjà parlé, la CEDH, par le biais de ces mesures provisoires dont on entend parler souvent, la CEDH, vous savez, elle a notamment dans ses statuts le pouvoir d'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme. Et quand vous voulez expulser quelqu'un de votre pays, elle dit, en gros, il faut qu'il n'y ait pas de risque sur les traitements qui risquent dans son pays d'origine. Elle examine toutes les situations pour savoir si oui ou non vous pouvez l'expulser. Et lui peut faire un recours jusque devant la CEDH pour ce faire. Et parfois, la CEDH, quand elle prend trop de temps et que l'expulsion est déjà prononcée, établit des mesures provisoires qu'elle déclare suspensives, et donc vous ne pouvez pas expulser pendant ce temps-là. Alors, à l'époque, ces mesures provisoires avaient empêché les Britanniques de délocaliser la demande d'asile au Rwanda. Vous vous souvenez, on en avait parlé. Alors, la Grande-Bretagne s'était exécutée, on va dire, sur cette demande de la CEDH. Et là, vous le disiez, le 23 avril dernier, il revote une nouvelle loi dans laquelle le législateur britannique, cette fois-ci, a interdit aux juridictions nationales de tenir compte des mesures provisoires de la CEDH. Donc, en matière de bras de fer, ils ont inscrit dans la loi l'interdiction pour les juridictions nationales de se conformer à ces mesures suspensives de la CEDH. Donc, ce qu'on comprend, c'est que si aujourd'hui la CEDH et ses alliés jusque en Grande-Bretagne n'arrivent pas à censurer la loi ou à faire plier le gouvernement britannique là-dessus, c'est pour la première fois le pouvoir même de la CEDH sur ce terrain-là qui est sapé de manière absolument évidente dans la loi par un État signataire. C'est d'ailleurs ce qui inquiète l'ONU, a dit son inquiétude, le Conseil de l'Europe a dit son inquiétude, et la présidente de l'époque de la Cour européenne des droits de l'homme, dans le rapport de 2023, s'était alarmée. Elle avait dit en 2023, certains États ont continué à affirmer qu'ils doutaient d'être liés par des mesures provisoires. Donc elle s'inquiétait de la contestation un peu grandissante. Et en clair, pour répondre complètement à votre question, qu'est-ce que ça changerait? C'est vraiment un changement radical de lecture de ce qu'est l'immigration aujourd'hui dans les différents pays. C'est-à-dire du rapport de force de deux lectures qui s'opposent en permanence, et on en parle souvent ici, celle de beaucoup des peuples européens et de certains gouvernements, notamment britanniques aujourd'hui, qui pensent l'immigration comme une question politique et qui pensent l'immigration selon la masse de l'immigration et ce que ça génère dans les pays dans lesquels elle arrive. C'est la réponse britannique qui dit on ne peut plus aujourd'hui, donc on va délocaliser et on accueillera seulement ceux qui sont éligibles au droit d'asile. La lecture de la CEDH, mais elle n'est évidemment pas seule, c'est une lecture absolument inverse. Elle ne voit jamais le phénomène de l'immigration, elle ne voit que des individus fragiles, en l'occurrence, qui accumulent des droits et des libertés partout dans le monde et en particulier dans les pays de destination. Elle ne voit donc l'immigration que comme les droits d'individus les uns après les autres, jamais comme un mouvement massif. C'est ces deux lectures-là qui s'affrontent par le biais de la décision britannique. Et évidemment, l'enjeu, c'est la souveraineté des nations sur les décisions des cours suprêmes, la réaffirmation d'un bien commun à préserver sur le terrain migratoire en particulier, mais ça pourrait se décliner par rapport à des droits individuels. Et deuxièmement, le rétablissement de la différence entre les nationaux, les étrangers et les étrangers en situation irrégulière et les étrangers en situation irrégulière. Et vous savez, on en a parlé récemment, la décision récente du Conseil constitutionnel, cette fois-ci en France, gomme absolument cette différence. Donc ça n'est pas rien
qu'un gouvernement affronte de manière aussi claire la CEDH sur ce terrain. Très intéressant. Est-ce que ce pouvoir est réellement contesté au-delà des frontières de la Grande-Bretagne au point d'inquiéter plusieurs de ces organisations? Ce pouvoir qui fait la loi à la place des États. C'est ça. Et l'affrontement avec la CEDH en particulier, mais de manière générale avec cette lecture-là qui est portée bien au-delà de la CEDH. Je vous ai cité l'ONU, le Conseil de l'Europe, la Commission européenne évidemment adopte la même lecture également. L'affrontement, il est indiscutablement de plus en plus présent dans les débats. On se souvient des ministres de l'Intérieur européens qui, majoritairement, il y avait une majorité de ministres de l'Intérieur qui s'étaient affrontés avec la Commission européenne sur la question précisément de l'immigration il y a déjà quelques années. On se souvient des pays limitrophes, les pays qui constituent les frontières extérieures de l'Union européenne, qui avaient réclamé à la Commission européenne le financement d'un mur. Et vous savez, c'était tout le débat entre est-ce qu'il est possible d'empêcher le franchissement des frontières. La Commission avait répondu non. Et évidemment, on se souvient de la démission de Fabrice Leggeri, le patron de Frontex à l'époque, précisément sur cette question. Il avait expliqué que la Commission ne voulait pas répondre quand il posait la question de est-ce qu'il était encore possible de protéger des frontières ou est-ce que le franchissement d'individus les uns après les autres était un mouvement qu'il fallait accompagner. La Commission avait répondu qu'il fallait l'accompagner et c'est la fameuse phrase que Fabrice Leggeri avait donnée. Donc c'est un affrontement qu'on voit régulièrement ces dernières années et les mesures provisoires, en l'occurrence de la CEDH en particulier, sont de plus en plus contestées. Là, aujourd'hui, plusieurs pays à l'intérieur de l'Union européenne sont poursuivis par cette même CEDH, précisément parce qu'ils n'ont pas respecté les décisions. Alors vous avez la Grèce sur des expulsions, la Belgique sur la question de l'aide matérielle et de l'hébergement des demandeurs d'asile. La Belgique est poursuivie parce qu'elle n'en fait pas assez sur ce terrain. L'ancien gouvernement polonais sur des questions de justice intérieure et jusqu'en France. Souvenez-vous, on en avait beaucoup plus parlé en France forcément. Gérald Darmanin avait expulsé un Ouzbek accusé et condamné pour terrorisme vers l'Ouzbékistan. Pas de son, pas d'image depuis. Sans respecter, c'est ça, pas de son, pas d'image exactement, sans respecter la mesure provisoire de la CEDH qui avait interdit l'expulsion de cet homme en attendant qu'elle se prononce sur le fond. À l'époque, Gérald Darmanin avait quand même expulsé cet homme en disant « je n'attendrai pas le jugement sur le fond de la CEDH ». Donc c'est indiscutable, ce pouvoir il est de plus en plus contesté, mais c'est encore lui qui fait la loi, quand même, la loi générale en tout cas, quand même. Mais plusieurs s'étaient émus justement de cette décision de Gérald Darmanin en lui reprochant de ne pas respecter l'état de droit. La CEDH n'est-elle pas d'un pouvoir qui lui a été donné dans le cadre de cet état de droit? Alors, vous vous souvenez, Gérald Darmanin avait expliqué l'état de droit, c'est que la CEDH se prononce sur le fond, elle a le pouvoir de juger la décision que j'ai prise, mais en l'occurrence, en attendant, la mesure provisoire n'est pas contraignante pour moi. Simplement, si je ne la respecte pas, il y a une amende, et donc je respecte l'état de droit. Gérald Darmanin avait expliqué ça, je respecte l'état de droit puisque je paierai cette amende. Alors, c'était évidemment une échappatoire pour le ministre de l'Intérieur qui n'a pas, lui, le pouvoir d'assumer ce bras de fer avec la CEDH tant que Emmanuel Macron, en l'occurrence, ne l'assume pas lui-même et c'est à lui de le porter. Donc on comprend bien qu'il s'échappait un peu. Mais Grégoire Pupinck, dont je vous parlais tout à l'heure, lui, dans son étude, nous éclaire et c'est encore pire, entre guillemets, que ce qu'on pouvait imaginer. Parce que ces dernières années, ces mesures provisoires prises par la CEDH et pensées par la CEDH comme contraignantes pour les États, elles ont tout simplement doublé pour interdire les expulsions décidées par les pays. Je précise à toute fin utile que les pays signataires de la Convention européenne des droits de l'homme s'appliquent déjà des règles extrêmement contraignantes dans l'expulsion. On le voit en France, par exemple. Donc, quand un pays arrive à l'expulsion de quelqu'un et que la CEDH dit « oui, alors attendez, encore, je vous rajoute encore une impossibilité d'expulser », là, c'est la cerise sur le gâteau de droits déjà bien préservés. Or, entre 2021 et 2023, ce nombre de mesures provisoires, il a doublé. Or, que nous dit Grégoire Pupinck? Ce pouvoir n'était pas prévu par la Convention européenne des droits de l'homme, mais simplement dans le règlement intérieur dont la Cour s'est elle-même dotée. Donc on nous explique aujourd'hui qu'un État, parce que le pouvoir accordé à la Cour européenne des droits de l'homme est transféré par les États. Donc la Cour accuse des États de ne pas respecter l'état de droit, alors qu'elle s'est arrogée elle-même, sans que les États lui donnent, des pouvoirs. Et écoutez bien, ils n'ont pas besoin de motiver ces mesures provisoires. Il n'y a pas de débat contradictoire dans la plupart des cas. Il n'y a pas de débat contradictoire. Vous ne pouvez pas accéder aux détails de la décision. Il n'y a pas d'appel possible. Donc, ils s'arrogent des droits que ne leur donnent pas les États et même pas les outils
de l'état de droit précisément. Et quand par hasard un État dit « excusez-moi, on ne vous a pas donné ce pouvoir et par ailleurs pour protéger notre pays, on va être obligé d'expulser cette personne condamnée pour terrorisme », elle explique que ça n'est pas dans le respect de l'état de droit. Donc c'est un mensonge qui s'ajoute, on va dire, à un état de droit qui est déjà contraignant. On en parle suffisamment ici. Et en fait, pendant des années, la Cour elle-même reconnaissait qu'elle n'avait pas ce pouvoir-là. Elle avait le pouvoir de juger une décision, certainement pas de l'empêcher en attendant de donner son jugement. Et en 2005, subitement, sans que personne ne lui accorde, elle a pris ce pouvoir-là. Grégoire Pupinck résume, à mon avis, assez bien ce coup d'État permanent dont on parle assez régulièrement. Je le cite, « Du point de vue de la Cour, le droit n'est pas tant contredit par cette décision que dépassé dans le mouvement dialectique du progrès des droits de l'homme. » C'est exactement ça. On vous dit en permanence le droit est soi-disant immuable. En l'occurrence, il change tout le temps, dans le même sens, quitte à s'accorder des droits. Et c'est ça qui est contesté actuellement de plus en plus souvent. Et à l'approche des élections européennes, cette contestation me semblait intéressante.